C'est une nouvelle inédite qui va certainement bouleverser l'échiquier automobile mondial. Cette nouvelle, c'est l'annonce de la probable fusion de ces trois géants automobiles nippons que sont Honda, Nissan et Mitsubishi. Bienvenue chez Ibotrix, l'entreprise qui s'est faite le défi de faire la mobilité électrique en Afrique une réalité. Alors, le premier numéro de notre podcast d'aujourd'hui va porter sur la probable fusion de trois géants automobiles que nous connaissons très bien. Il s'agit de Honda, Nissan et Mitsubishi, qui sont trois géants que nous connaissons très bien au niveau mondial, qui se partageaient un bon pourcentage en termes de part de marché sur le marché automobile international. Cette fusion intervient dans un contexte assez difficile pour les constructeurs automobiles du moment parce qu'il faut savoir que ces constructeurs qui se taillaient des bonnes parts de marché dans le passé avec les moteurs à combustion ont beaucoup de difficultés aujourd'hui avec les constructeurs automobiles chinois qui ont le vent en poupe au niveau international. C'est déjà le cas avec BYD qui, depuis quelques moments, est en train de disputer la première place avec le constructeur automobile américain de véhicules électriques Tesla. Et nous l'avons déjà dit sur cette page, il serait difficile dans quelques années, dans les 2 ou 3 années à venir, de pouvoir composer sur la scène internationale en matière de production automobile sans avoir à penser à la Chine. Il faut savoir qu'il y avait déjà eu une fusion dans des moments difficiles du secteur automobile à un certain moment. Car dans les années entre 1999 et 2002, on a eu une fusion certaine avec le constructeur automobile français Renault qui était entré au capital avec Nissan et Mitsubishi dans une certaine joint venture pour pouvoir produire les véhicules au Japon. Ils étaient dans un concept de réciprocité où Renault est rentré dans le capital de Nissan et Nissan est aussi rentré dans le capital de Renault. Ce qui est spécial dans cette collaboration, c'est que non seulement Renault a des parts dans le constructeur automobile Nissan et Nissan a des parts dans Mitsubishi et aussi des parts dans Renault. Et Renault a des parts dans Nissan et aussi dans Mitsubishi. C'est avec un cocktail un peu comme ça qu'ils ont pu sauver Nissan à une certaine époque qui était en difficulté grâce à Renault d'ailleurs, qui avait envoyé un de ses dirigeants au Japon pour pouvoir diriger justement cette joint venture qui s'est terminée en queue de poisson avec l'évasion de son responsable Carlos Ghosn dans des conditions que nous ne pouvons pas élucider ici à cause de la longueur de l'histoire. Et revenons à nos moutons, l'histoire se répète. Nissan est actuellement en difficulté, Honda également en difficulté et cette fois-ci, Mitsubishi est aussi en difficulté. Il faut savoir déjà qu'au niveau du marché chinois, qui était un grand marché pour les constructeurs automobiles, la majorité des constructeurs à l'international ont des difficultés sur ce marché-là à cause des constructeurs chinois qui sont en train d'innover avec des modèles de véhicules électriques très innovants qui sont en train de conquérir non seulement le marché chinois et le marché international. C'est bien sûr le cas de BYD et beaucoup d'autres constructeurs tels que Huawei, Xiaomi et bien d'autres constructeurs qui sont venus dans la danse et qui sont en train de faire des merveilles, notamment Geely avec sa marque Zeekr et d'autres marques qui sont en train de développer à côté. Et les constructeurs automobiles chinois ont une spécialité qu'ils sont en train de faire qui va vraiment mettre mal à l'aise les constructeurs au niveau international. Il faut savoir déjà que les Chinois, ils développent un modèle de véhicules, notamment des véhicules électriques. Ils font sortir une marque premium et après, ils développent une autre marque après pour faire une marque low cost. Donc la majorité des constructeurs à l'international se retrouvent en difficulté parce que soit ils sont positionnés sur une marque de low cost ou bien ils sont positionnés sur une marque premium. Donc quand ils rentrent dans un marché comme ça où les gens ont le choix avec des modèles plus abordables et bien sûr plus fiables, ils n'ont aucun autre choix que de choisir les véhicules de la construction locale. Et en plus de cela, les Chinois font des véhicules qui sont vraiment adaptés à leurs besoins et ils pensent aussi aux besoins des consommateurs à l'international. Récemment, il faut savoir déjà que Honda avait déjà des difficultés sur place et ils étaient obligés de faire une joint venture avec GAC, Guangzhou Automotive Company, pour pouvoir produire les modèles que vous connaissez, par exemple les ENS1 et ENP1 qui ont été développés respectivement avec Dongfeng et GAC. Et il faut savoir que également, Mitsubishi a eu à développer également des joint ventures sur place parce que non seulement ils ont continué à vendre leurs modèles et vu qu'ils avaient des difficultés à pouvoir écouler leur modèle sur place, ils étaient obligés maintenant de pouvoir s'associer avec les constructeurs automobiles chinois pour pouvoir mutualiser les efforts et pouvoir être rentables. Mais cela n'a pas suffi et visiblement, ils ne pourront pas tenir la marche. Donc, ils ont décidé de pouvoir se regrouper. Il faut savoir déjà que dans le contexte international, dans le passé, en matière d'automobile, il y avait le marché européen et le marché américain jusqu'à ce que les Japonais viennent avec une offre innovante qui est assez moins onéreuse et ils ont pénétré des marchés comme les États-Unis, l'Europe et tout ça. Il faut savoir déjà que
Par exemple, quand vous prenez le cas de Toyota, Toyota à l'époque faisait les véhicules pour le Japon et a commencé à s'exporter en exportant la marque Lexus. Donc c'était Luxury for US. Donc ça veut dire les véhicules de luxe pour les États-Unis. Donc Nissan en a fait pareil, ils ont développé la marque Infiniti pour le marché américain. Donc c'est à partir de là qu'ils ont essayé de se mettre à l'international et on a vu aussi les Coréens rentrer dans la danse avec Hyundai et Kia et tout ça. Et là, le contexte est un peu difficile parce que Hyundai et Kia, ils s'en sortent un peu mieux parce qu'ils ne font pas des véhicules aussi onéreux que ça et ils sont avancés également en termes de technologie. Mais honnêtement, il y a beaucoup de constructeurs, par exemple, qui ont eu des difficultés parce que non seulement ils ont eu au début, lorsqu'on était en train de parler d'innovation de véhicules électriques, ils ont beaucoup négligé. Ils ont fait preuve d'un peu d'arrogance où certains constructeurs automobiles comme Toyota étaient en train de dire que la voiture électrique n'allait pas marcher. Mais Toyota se retrouve dans une position difficile aujourd'hui parce que tout simplement, ils ont pris beaucoup de retard dans le développement des moteurs de véhicules électriques. Et ils ont échoué sur certains modèles qu'ils ont lancés dernièrement, c'est les Toyota BZ3 et BZ4X. Ce n'est pas que les véhicules ne sont pas fiables, mais ils ont difficulté à vendre parce qu'il y a certains modèles qui ont été promus déjà sur le marché. Donc, ils ont du stock. Actuellement, même si vous allez en Chine, vous allez retrouver les Toyota BZ3X et BZ4X qui sont un peu bazardés. Il y a des pays comme l'Éthiopie qui en achètent en masse, on en retrouve à Dubaï et tout ça. Mais ce sont des modèles, par exemple, de Toyota qui sont moins connus que les marques populaires comme les RAV4 et les Corolla ou les Camry que nous connaissons. Parlons également du groupe Volkswagen. Ils ont à peu près les mêmes difficultés parce que eux aussi, ils ont des pertes parce qu'ils ont développé les modèles ID3, ID4, ID6, ID7 et bientôt le ID5. Et ces gens-là aussi ont des difficultés parce qu'il faut savoir que le groupe Volkswagen, ça inclut beaucoup de marques. Il y a Lamborghini, il y a Bentley, il y a les Volkswagen que vous connaissez. Il y a beaucoup d'autres marques qui sont sous la coupole de Volkswagen. Mais malgré la grandeur de ce groupe-là, ils ont des difficultés aujourd'hui en termes de vente. Mais quand vous prenez un constructeur automobile chinois qui n'était pas connu du grand public et qui est rentré peut-être dans le marché peut-être d'ici 2010 ou 2011 et qui se retrouve aujourd'hui en position de premier au niveau mondial, qui produit que des véhicules hybrides et des véhicules électriques, vous voyez que le scénario a un peu changé sur la scène internationale. Donc les constructeurs automobiles au niveau mondial devraient redoubler d'efforts, avoir des approches un peu innovantes. Ça n'exclut pas certaines alliances pour pouvoir justement contrer la concurrence chinoise qui est en train de prendre vraiment le devant. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en train de collaborer avec les Chinois aujourd'hui, parce que nous savons déjà que dans les années à venir, on aura des difficultés de pouvoir composer sur la scène automobile internationale sans avoir à parler des Chinois. Alors, c'était tout pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère que ces informations vous ont été utiles. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager si elle vous a plu. Et abonnez-vous pour plus de contenu sur la mobilité électrique. Avec Imotrix, nous connaissons l'Afrique à l'électrique.